Alors, dans la partie 3, on commence à rentrer dans le cœur du sujet en abordant la fonction de zeta de Riemann. Il est défini, c'est la partie 4. On définit donc zeta de S égale M également défini, le 1 sur S, et puis on introduit également G de S, et que la somme de moins 1 puissance N, N à la puissance S. Et il convient de vérifier la convergence de ces séries-là. Et tout l'objet de cette partie-là est effectivement celle-ci, de vérifier quel sens on peut donner à ces deux objets-là. La première question est d'ailleurs celle de la convergence Simple de ces deux séries dans le demi-plan partie réelle de S strictement plus grand que 1. Alors, cette convergence simple, facile à obtenir, puisque pour les deux séries, on a 1 sur n à la puissance s, un module qui est évidemment égal à moins 1 puissance n sur n à la puissance s, qui est 1 sur n à la puissance partie réelle de s. Ainsi, si on prend Riemann, nous dit que si partie réelle de S est strictement plus grand que 1, les séries définissant zeta et G convergent. On peut dire un tout petit peu mieux, tout simplement, la convergence, si on regarde ceci et qu'on regarde comment ceci dépend de la partie réelle de S, on se rend compte que si partie réelle de S est strictement plus grand que A, 1 sur n partie réelle de S est plus petit que 1 sur n à la puissance 1. Donc, si partie réelle de S est strictement plus grand ou égal à ça, on va avoir 1 sur n S, toujours moins 1 puissance n sur n S, 1 sur n partie réelle de S, et donc plus petit que 1 sur n à la puissance A. Si on prend A strictement plus grand que 1, cette série-là converge. En d'autres termes, ces deux séries-là convergent uniformément. Les deux séries définissant zeta et G convergent uniformément sur le demi-plan partie réelle de S plus grand ou égal à 1. Toujours sous l'hypothèse que A est strictement plus grand que 1. Et donc, comme par ailleurs S donne 1 sur n à la puissance S et S donne, on va appeler celle-là phi n, et psi n, l'application qui est S donne 1 sur moins 1 puissance n sur n à la puissance S. Ces deux fonctions-là sont continues, et pour continuer soit même si fini. Et si vous voulez regarder le sujet de l'organisation, elles sont en fait holomorphes, puisque ça c'est 1 sur 2 puissance moins s log de n. C'est la forme de puissance AS. Donc phi n, psi n sont des fonctions holomorphes. Et celle qu'on a, c'est qu'on a convergence uniforme sur partie réelle de S plus grand ou égal à A, donc la somme est holomorphe. Pour l'instant, on n'est pas là. Ça
ça, c'est si vous savez ce que c'est. Là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le théorème que vous avez vu en T2. Vous avez convergence uniforme d'une suite de fonctions, d'une série de fonctions continues. Donc, c'est A, G, qui continuent. Et ce qu'on veut montrer, c'est qu'elles soient en fait C infini. Donc, il faut regarder phi prime de façon plus générale. Phi k n S. Si vous écrivez ça, E puissance moins S log de n, dérivez ça une fois, vous sortez à moins log de n, vous continuez. Ça va donc être moins log de n à la puissance k sur n à la puissance s, et psi k de s, c'est moins log de n à la puissance k, moins 1 puissance n, sur n à la puissance s. Ainsi, si partie réelle de s est toujours plus grand que a, toujours plus grand que a, vous allez avoir phi k de s en module, c'est psi k de s, c'est log de n à la puissance k sur n à la puissance partie réelle de s, et donc petit log de n à la puissance k sur n à la puissance a. Et donc, comme a est strictement plus grand que 1, log de n à la puissance k sur n à la puissance a converge. Alors, une façon de voir ça, la plus simple, c'est de prendre b entre a et 1 et de voir que ceci est un petit taux de 1 sur n à la puissance b. Donc, le critère de comparaison dit que ça converge. Donc, cette série-là converge, ça ne dépend pas de S dans ce domaine. Conclusion. Les deux séries convergent uniformément. Donc, la série des dérivées, la dérivée kn ici et la dérivée kn ici, convergent uniformément sur la partie du plan complexe, partie réelle de S, donc A. Conclusion, d'après le théorème de dérivation des sommes, zeta et g sont ck sur cet ensemble, et k est arbitraire, c'est en fait c'est infini, et a est arbitraire sur la condition qui est plus grand que 1, donc zeta et g sont C infini sur le demi-temps partie de S. Alors, comme dit, avec le théorème de l'homorphie, qui est plus fort, l'homorphie est plus fort que l'epsilon infini, il n'y a pas besoin de cette partie-là, puisque la convergence uniforme d'une série de fonctions holomorphes donne une somme, la somme d'une série holomorphe est holomorphe, si elle converge uniformément. Donc, voilà pour la première question. La deuxième question est un ultra classique. On part de ceci, de l'autre. C'est plus simple de faire ceci. On part de G de S. Et cette série étant absolument convergente, on peut séparer les termes pairs.
ça, et le terme impair. Donc c'est somme sur les P plus grand que 1, et ici c'est sur les P plus grand que 0, donc ça c'est 1 égale P, et ça c'est R égale 2P plus 1. La première nous donne moins 1 puissance 2P, c'est 1. Le 2P, il y a 1 sur 2 à la puissance S qui sort. Somme de P égale de 1 à l'infini, de 1 sur P à la puissance S, on reconnaît zeta, moins somme sur le P positif, de 1 sur 2P plus 1 plus S. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut faire apparaître zeta. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, il va falloir réintroduire la somme sur les P pairs. Qui va donc, si on remet tous les P, on va sommer de 1 à l'infini de 1 sur n à la puissance S. Et quand j'ai fait ça, comment j'obtiens ça? Ben, en additionnant et en soustrayant à cette somme-là, la somme des 1 sur 2P puissance S. Et maintenant, il suffit d'identifier les choses. Ben, ça, on a déjà fait le calcul en passant d'ici à ici. C'est 1 sur 2 à la puissance S qu'on sort. Et puis, qu'est-ce qui reste? Il reste zeta de S. Ça, c'est zeta de S. Ça, c'est zeta de S. Donc, on peut mettre zeta de S en facteur. Et qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur 2 puissance S, moins, plus 1 sur 2 puissance S, moins 1, donc c'est 1 sur 2 puissance, on va prendre un million, on va avoir 1 sur 2 puissance S, 2 fois 1, on met le même dénominateur, ça fait 2 puissance S, moins 1. Ça, c'est 1 sur 2 à la puissance S moins 1. 1 moins 2 puissance S moins 1. Alors, c'est pas tout à fait cette forme-là qu'on voulait. Ce qu'on veut, c'était zeta de S en termes de G. Et donc, il faut changer. Donc, on fait passer ça de l'autre côté. 2 puissance S moins 1 sur 1 moins 2 puissance S moins 1 sur zeta de S. G de S, pardon. Et est-ce qu'on a le droit de faire ça? Car 1 moins 2 puissance S moins 1 est différent de 0. Quand est-ce que ceci s'annule? Ben, puisque 2 puissance S moins 1 est différent de 1. Quand est-ce que 2 puissance S moins 1 est égal à 1? Pour ça, il suffit de voir que pour que ça ait lieu, attention, S est complexe, et donc ceci est une fonction périodique de période
sinon, c'est E puissance S moins 1 log de 2, donc ça va être périodique de période 2i pi sur log de 2. Donc il faut faire attention à ça, mais quand est-ce que vous allez avoir ça, il suffit de comparer les modules, et vous voyez que vous pouvez avoir 2 puissance S moins 1 est égal à 1, que si module de ça est égal à 1, c'est-à-dire partie réelle de S, moins 1 égale 0, sur partie réelle, S est différent de 2. Passons à la caméra pour passer à la suite. Donc ça, c'était bien la formule. Ça, je suis compliqué, il faut faire attention à bien vérifier ceci. Alors, la question suivante, on introduit B epsilon de n égale somme de moins 1 puissance n, notation, moins 1 puissance k sur k à la puissance epsilon, k allant de 1 n. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Avec le critère des séries alternées, la série ici converge. C'est ici qu'on utilise le fait que epsilon est un réel. En d'autres termes, epsilon de n a une limite. Voilà l'observation qui va être clé pour la suite. Bon, en fait, ce qu'on va vraiment utiliser, c'est que b epsilon de n est bon. Et voilà la raison d'introduire ceci. Et ensuite, on va faire une sommation d'Abel, qui, je vous rappelle, est l'intégration par partie discrète. Donc, vous rappelez ce qu'on fait pour une sommation d'Abel. On veut sommer quelque chose comme somme de k égale 1 à n et ak bk. Ça, c'est bien le terme, la forme de ce qu'on va avoir. Alors, on va même être un peu plus prudent et prendre vraiment les mêmes notations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver l'un et intégrer l'autre. Alors, c'est discret, donc ça n'a pas de sens strictement parlé. Mais la dérivation discrète, c'est simplement la différence entre un terme et son suivant. Et l'intégration, c'est la sommation. Donc, on va introduire B n, c'est somme de k allant de 1 à n de pk. B0 égale 0. Et à ce moment-là, la remarque, c'est que Bn, c'est Bn moins Bn moins 1. Même pour n égale 0, ceci est parfaitement vrai. Et en d'autres termes, on vient d'écrire Bn comme une dérivée de B, de grand B. Donc ça, c'est la fonction qu'on va intégrer. Celle-là va être dérivée. Alors pourquoi je dis dérivation? C'est simplement en analogie avec ce qu'on fait en analyse numérique tout au début. Vous avez une fonction que vous voulez dériver, vous prenez un pas de dérivation, vous discrétisez la fonction, vous prenez un pas de dérivation, et la dérivation, du coup, la dérivée de l'analyse est remplacée par quelque chose de discret, la valeur au k plus unième point, moins la valeur au k unième point, divisé par le pas. Donc valeur au n point, moins la valeur au n moins unième point. Et ici, pas de discrétisation, et normalisé. Voilà. Une fois que vous avez écrit ça,
ça devient simplement ceci. Qui s'écrit somme de n égale 1 à grand N de AN BN moins somme de n égale 1 à grand N de AN BN moins 1. Et il faut faire ici un changement de variable. Ça va être somme de k allant de... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler k égale n-1. Donc, k va aller de 0 à grand N-1, de AK plus 1, BK. Et tout ça est bien défini, hein, B0 c'est 0. Et maintenant, on va regrouper à nouveau ces deux termes. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le terme k égale 0, le terme n égale 1 ici, n égale grand N, pardon, ici ne va pas apparaître ici, puisqu'on s'arrête à n-1. Donc A grand N Bn, moins le terme k égale 0, ici il n'apparaît pas, A1 B0, donc 0, donc il n'y a pas de raison de s'en occuper spécialement. Et puis on a, alors on va l'écrire avec moins, somme de, alors je vais reprendre n égale 0 à grand N, moins 1, de A n plus 1, n de 1, parce que 0 moins b, A n plus 1, moins A n bien. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez? Le terme tout intégré, la dérivée est passée du grand B au petit a, et la primitive. Donc c'est vraiment la formule d'intégration par partie. Et alors, on peut l'écrire aussi légèrement différemment, c'est ce qu'on va faire avant de passer à l'application. Ce qu'on veut écrire ici, c'est en fait, on veut une somme, on veut écrire ceci comme, si vous regardez la formule que vous devez trouver, on va sommer jusqu'à grand N. C'est somme de n égale 1 à grand N. Alors il y a un plus, donc on va mettre le moins à l'intérieur. AN moins AN moins 1. Bn. Et quand j'ai fait ça, j'ai introduit le grand N-ième terme qu'il faut que excusez-moi, qu'il faut que j'enlève. Donc ça va être A grand N, B grand N, moins A grand N, moins A grand N plus 1, B grand N. Et donc les A grand N, plus 1, disparaissent. Alors ça, c'est peut-être la différence entre l'intégration par partie continue et discrète, c'est que le terme tout intégré et les bornes de l'intégrale, vous avez un peu de liberté ici. Donc, la formule peut dépendre de ce que vous voulez faire. Alors pourquoi est-ce qu'on a presque fini? La chose que vous voulez étudier, c'est ceci, somme de n égale 1 à grand N, des moins 1 puissance n sur ns, et si on a introduit les epsilon n,
écrire ceci. 1 sur n à la puissance s moins epsilon, voilà votre AN, moins 1 puissance n sur n à la puissance epsilon. Et voilà donc votre Bn dans la formule ici. Et donc il n'y a qu'à appliquer cette formule. On trouve donc somme de n égale 1 à grand N, de AN 1 sur n à la puissance s moins epsilon, moins AN plus 1, 1 sur n plus 1 à la puissance s moins epsilon. Bn, c'est ce qu'on a noté, b epsilon de n. Moins a grand N plus 1, moins 1 sur grand N plus 1 à la puissance s moins epsilon, fois b grand N, et grand N, c'est b epsilon grand N. Moins. Évidemment, petite erreur ici, je suis allé un peu trop vite, j'ai enlevé le grand N plus unième, moins, il faut que j'enlève ça, il faut que je rajoute ici. Hop. Bon, donc voilà ce qu'on doit démontrer. Cette erreur de signe que j'ai faite, vous verrez par la suite que ça n'a pas grand-chose à grande importance. Et dernière chose, il suffit ici juste de mettre en facteur le bon terme qui est n plus 1 puissance s moins epsilon. On va donc avoir, j'ai mis ça en facteur, on va avoir n plus 1 sur n à la puissance n moins epsilon, que l'on préfère écrire, on met la puissance s moins epsilon en facteur, il va avoir donc 1 plus 1 sur n, moins 1, et puis plus b epsilon de n, sur le grand n plus 1, S moins epsilon. Donc voilà le petit a. Si on commence par le faire de façon générale, c'est une trivialité, ça évite de se perdre dans les calculs. L'idée qu'il faut vraiment avoir, sommation d'Abel égale intégration par partie discrète. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour montrer que tout ceci converge mieux que ce qu'on pense. Alors tout d'abord, est-ce que ça converge? Le côté gauche, on l'a déjà dit, b epsilon de n converge, en d'autres termes, vers quoi ça converge? Enfin, ceci, oui, b epsilon de n converge et donc borne. Conclusion, ça tend vers 0 quand grand N tend vers l'infini. D'accord? Pourquoi? Ça c'est borné. Car b epsilon de n est borné. Et n plus 1 à la puissance s moins epsilon, en module, c'est n plus 1 à la puissance partie réelle de s moins epsilon. Et comme on a supposé que partie réelle de s moins epsilon comme on a supposé que partie réelle de S moins epsilon était strictement positif, ça prend bien vers plus infini. Ce terme-là, nous allons maintenant montrer que cette série-là converge.
Alors pourquoi est-ce que ça converge? Parce que quand n tend vers l'infini, ça, c'est équivalent à 1 sur n. Une constante sur n, en fait, S moins epsilon sur n. D'accord? C'est de l'ordre de 1 sur n, une constante, développement limité usuel. Vous pouvez prendre celui de l'exponentielle, par exemple. Faites un développement limité à l'ordre 1, vous arrivez à ça, S moins epsilon sur n. Et ce n, ben c'est très bon parce que c'est juste ce qu'il faut pour juste pas assez pour avoir convergence. Ça ne suffit pas, hein, si on n'avait pas ce terme-là, on n'aurait pas encore convergence, mais c'est juste assez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est de la forme quelque chose de borné, qui ne posera aucun problème. A priori, ça n'apporte rien pour la convergence, mais ça ne pose pas de problème. Ce qui poserait le problème, c'est que ça tend vers l'infini. Sur le module de ça est à nouveau n plus 1 à la puissance partie réelle de S moins epsilon. Donc, c'est un grand taux de 1 sur n à la puissance. Donc, prenons tout ça. Tout ça est un grand taux de 1 sur n à la puissance, on a 1 ici, plus partie réelle de S moins epsilon. Et ceci, c'est là qu'on a gagné, ceci est strictement positif. Comme c'est strictement positif, cette série-là est absolument convergente. Et le absolu ici est essentiel. Vous ne pouvez pas utiliser de critères de comparaison sans l'absolu convexe. Donc, la somme de b epsilon de n sur n plus 1 à la puissance s moins epsilon, 1 plus 1 sur n, la puissance s moins epsilon moins 1, cette série-là est absolument convergente. Conclusion, quand vous regardez ça, vous avez ce terme-là est égal à ceci. Ça, c'est une série absolument convergente, donc vous pouvez faire tendre n vers l'infini, aucun problème, ça converge. Et ce terme-là tend vers 0. Et donc, quand vous faites tendre n vers l'infini, vous obtenez, à gauche, par définition, c'est G de S, c'est somme de n moins 1 infini, de b epsilon de n, sur n plus 1 à la puissance s moins epsilon, de 1 plus 1 sur n, à la puissance s moins epsilon moins 1. Alors, ça ne suffit pas tout à fait pour faire ce qu'on veut. Ce qu'on va faire maintenant, on va montrer que cette série-là converge uniformément sur le demi-plan partie réelle de S strictement positif. Donc on va montrer que cette série converge uniformément. Et maintenant, si vous remarquez que comme fonction de S, ceci est une fonction continue, en fait c'est mieux que ça, c'est une fonction holomorphe, vous en déduisez que G est holomorphe. D'accord ? Ensuite, en revenant à ceci, dans le programme Y, ça c'est holomorphe, ça c'est holomorphe, ça c'est holomorphe, donc ceci est myromorphe, comme quotient de fonction holomorphe, et ceci est holomorphe. Et donc vous obtenez ainsi le prolongement de zeta en une fonction méromorphe sur le demi-plan partie réelle de S strictement positif. C'est un point clé déjà pour énoncer l'hypothèse de Riemann.
pas énoncer sans pouvoir définir zeta sur le demi-plan par variable sur la droite par variable S est égal à 1,5. Donc c'est une étape clé, ne serait-ce que pour énoncer l'hypothèse. Donc il s'agit de montrer ça, et pour montrer ça, ben, il faut observer un tout petit peu mieux ce qui se passe ici. Là, nous avons utilisé un équivalent, et cet équivalent, ben, il dépend de S. Vous ne pouvez pas faire une majoration brutale. Et donc, l'objet des questions C1, 2, 3 va être précisément de montrer, d'obtenir une estimation de ce terme-là qui montre que c'est uniformément 1 sur N. Donc, on va tout de suite donner la conclusion petit 4. Comme ceci est continu, G est continu. Encore une fois, dans le programme, dans le problème de la grecque, ça c'était, il faut remplacer le mot continu par le mot holomorphe. Alors, on va faire. Alors, la suite de partie 3 maintenant est légèrement les questions C1, 2, 3 et légèrement les cas de reste. Il s'agit d'établir des inégalités relativement classiques. La première, c'est 1 plus U à la puissance IT moins 1 est plus petit que T U. T U réel et U est positif. Alors, en fait, cette inégalité est assez facile à établir si on est un tout petit peu observateur. On se rend compte que ça, c'est d'abord un peu puissance IT log de 1 plus U moins 1. Et en conséquence, ça, c'est une fonction de T. Ça, c'est la valeur en T, ça, c'est la valeur en 0. Donc, il faut faire attention, c'est une fonction à valeur complexe, donc il n'y a pas l'égalité des accroissements finis, mais l'inégalité des accroissements finis. Appliquée à la fonction phi, à ceci, e puissance IT log de 1 plus U. Donc, phi prime de T, simple calcul, vous montre que c'est I, e puissance IT log de 1 plus U, fois log de 1 plus U. Bon, module de phi prime. Ça, c'est le module 1, ça, c'est le module 1. Ça, c'est positif parce que U est positif. Et puis, il suffit d'utiliser l'inégalité ultra classique, log de 1 plus U plus petite que U. Que tout le monde doit connaître. Par exemple, ça se démontre aisément en écrivant que log de 1 plus U, c'est l'intégrale de 1 à 1 plus U de ds sur S. ds 1 sur S est plus petit que 1, donc c'est plus petit que l'intégrale de 1 à 1 plus U de 1 qui vaut bien U. Pas lieu de démontrer ça forcément. Si. Et maintenant on applique l'inégalité des accroissements finis. Ça nous dit directement que
phi de t moins phi de 0 est plus petit que t, car ici t moins 0, en valeur absolue, moins 1 fois le sud de la dérivée, on l'avait finalement borné comme ça. En d'autres termes, on a bien 1 plus u à la puissance t moins 1 est plus petit que valeur absolue de t fois u. La deuxième est presque la même, puisque cette fois-ci on a x entre 0 et 1. X entre 0 et 1 et u positif. Et ce qu'on veut montrer, c'est 1 plus u à la puissance x moins 1 plus petit que x fois u. Alors, là, à nouveau, on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis. On peut même appliquer l'égalité des accroissements finis, parce que cette fois-ci, c'est une fonction de la variable réelle. Donc, on veut estimer ça. C'est quelle fonction de la variable réelle? La fonction, cette fois-ci, on peut le considérer comme une fonction de u. Donc, on va considérer psi qui a u associe 1 plus u à la puissance x. Donc la question qu'on pose, c'est ça. X fois u. Donc on regarde cette fonction-là. C'est une fonction dérivable, avec psi prime de u égale x, 1 plus u à la puissance x moins 1, et x étant entre 0 et 1, on peut faire écrire ça comme ceci, pour n'avoir que des quantités positives qui apparaissent. Et donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe V qui est quelque part entre 0, parce que 1 c'est psi de 0, et U, tel que 1 plus U à la puissance x moins U, moins 1. Ça, je vous rappelle que c'est psi de U et ça, c'est psi de 0. Est égal à x sur 1 plus v à la puissance 1 moins x, la valeur de la dérivée au point v, fois u moins 0. Et tout ce qu'il suffit de remarquer maintenant, c'est que ça c'est positif, ça c'est plus grand que 1, ça c'est positif. Donc on divise une quantité positive par quelque chose de plus grand que 1, c'est plus petit que x. Et voilà la deuxième inégalité. La troisième va simplement être une combinaison des deux autres. On écrit S égale sigma plus T. Et ce qu'on veut estimer, c'est 1 sur 1 plus N à la puissance S moins epsilon moins 1, qui est la quantité qui apparaissait dans l'expression de G de S de la question B. Donc, on va appliquer ces deux choses-là. On commence par écrire ce que c'est, 1 plus 1 sur n
à la puissance sigma moins epsilon plus ut moins 1. Alors, ça ne rentre ni directement dans le cadre de la première, ni directement dans le cadre de la deuxième. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que n'importe quel nombre fois à une puissance en imaginaire pur est le module 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire apparaître à l'aide de l'inégalité triangulaire ceci. Qui est ce qu'on veut dans la première des deux inégalités. Donc ça va nous donner un 1 sur n, une majoration module de t, valeur absolue de t sur n, qui est l'un des deux termes qu'on veut. Quant au deuxième terme, ben le deuxième terme, le premier terme, ben on met en facteur un plus 1 sur n puissance t, en utilisant le fait que le module de AB, c'est le module A fois le module de B. Donc ça, on va pouvoir le mettre en facteur. Donc, on va avoir ceci, moins 1. Et là, à nouveau, ça, comme je l'ai déjà dit, si vous l'écrivez à l'aide d'une exponentielle, c'est e puissance it log de 1 plus 1 sur n. Donc c'est l'exponentielle d'un imaginaire pur. Son module est donc 1. Et celui-là, il s'estime directement avec petit 2 en sigma moins epsilon sur n. Pourquoi est-ce qu'on peut l'appliquer? Parce que sigma a été supposé plus grand qu'epsilon, donc sigma moins epsilon est bien positif. Et au final, on arrive donc à la majoration sigma moins epsilon plus valeur absolue de t sur n. Et ça, c'est même un peu meilleur que ce qu'on voulait, puisqu'on a supposé que on arrive à ce qu'on veut, puisqu'on a supposé que sigma était plus petit que 1, et donc voilà. Donc on a démontré cette inégalité-là, et il s'agit maintenant de montrer que G convergeait uniformément. Alors on va reprendre le tableau d'avant. La formule de la question 4, la question petit b, est encore ici. Vous la rappelez. On a montré que G de S, on pouvait passer à la limite dans cette formule, c'était somme de n égale 1 à l'infini de b epsilon de n sur n plus 1 à la puissance s moins epsilon, et puis le terme limite tendait vers 0, et puis ce terme 1 plus 1 sur n à la puissance s moins epsilon moins et maintenant, on va montrer que cette série-là converge uniformément. Alors, sur quoi? Là, on peut utiliser cette inégalité. Donc, on va supposer que partie réelle de S est compris entre
epsilon est vraiment epsilon. On a p epsilon de n borné, ça on l'a déjà dit plus loin. Un sur n à la puissance s moins epsilon, son module est 1 sur n plus 1 à la puissance partie réelle de s moins epsilon. Donc, c'est un peu plus agréable d'écrire ceci comme grand O de 1 sur n à la puissance partie réelle de s moins epsilon. Et enfin, le dernier terme, oui, alors le grand O n'est pas bienvenu. On va faire mieux que le grand O. Le grand O n'est pas bienvenu parce que ça enlève l'uniformité, ça laisse une ambiguïté. Et 1 plus 1 sur n à la puissance s moins epsilon, moins 1, ça c'est plus petit que 1 plus t sur n. Et donc au final, ça il va falloir mettre en un nombre, alors que b c'est le norme. Au final, module de b epsilon de n sur n plus 1 à la puissance s moins epsilon, 1 plus 1 sur n à la puissance s moins epsilon moins 1. Le module de tout ça est plus petit que 1 plus module de t sur n à la puissance partie réelle. Alors on va d'abord commencer par celui-là. 1 plus partie réelle de s moins epsilon. Donc voilà ce qu'on obtient comme inégalité. Ça ne suffit pas totalement pour conclure. Alors, revenons à son tableau. Pourquoi ça ne suffit pas pour conclure? Parce qu'on a encore du module de t, du module de et une partie réelle. Donc on n'a pas encore la convergence uniforme. On va faire un petit dessin. On va avoir epsilon positif qui est à l'arrière. Epsilon. Tout ce qu'on vient d'écrire est vrai entre 1 epsilon et 1 plus epsilon. On va prendre un tout petit peu de marge ici. Le dessin n'est pas très bon, j'aurais dû prendre 2 epsilon. On va donc prendre partie réelle de S supérieure ou égale à 2 epsilon, donc toujours plus petit que 1 plus epsilon. Et ça va régler le cas de ça, parce que ça va nous donner une inégalité en 1 sur n à la puissance 1 plus 2 epsilon moins epsilon, donc 1 plus epsilon. Il nous reste l'uniformité en t. On va prendre ceci. On va appeler ça R epsilon, rectangle qui dépend de epsilon. Et donc, pour si S égale sigma plus IT appartient à R epsilon, on va avoir d epsilon de N sur N plus 1 à la puissance S moins epsilon, 1 plus 1 sur N à la puissance S moins epsilon moins 1. On va avoir celui est plus petit que 1 plus 1 sur epsilon sur n à la puissance 1 plus epsilon. Maintenant, ça ne dépend plus de S, et donc, comme
la somme des 1 sur n à la puissance 1 plus epsilon converge absolument à la somme définissant G, celle-ci, étoile, converge uniformément sur R epsilon. Donc G est holomorphe, est continue. Comme on l'a déjà dit, c'est une somme d'une fonction continue. Qui converge uniformément. Donc ceci est continu en S, vous avez convergence uniforme, la somme est continue sur R epsilon, et ce qui était demandé à la blague est essentiellement la même chose, c'est holomorphe en S, et donc somme convergence uniforme d'une série de fonctions holomorphes, la limite est holomorphe. Donc vous obteniez que G est holomorphe sur l'intérieur de R epsilon. Enfin, epsilon étant arbitraire, vous obtenez que G est continu sur partie réelle de S entre 0 et n'importe qui. Et puis, comme on avait déjà l'holomorphie ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, G est continu sur R epsilon. Donc, sur la réunion des R epsilon, et donc avec la question, je retrouve le numéro, petit 1b, G est continu sur partie réelle de S positif. Encore une fois, à la grecque, c'est